commune de Yopougon, les populations dans la galère. Elles sont privées d'eau depuis plusieurs jours. Enfin, 18 janvier 2001, le Parlement français reconnaît le génocide arménien de 1915. Plus d'1 million d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman, actuelle Turquie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, une grave pénurie d'eau sévit dans la commune de Yopougon. Alors pour subvenir à leurs besoins quotidiens, certains ménages se tournent vers les eaux des puits. Ils expriment ce soir leur ras-le-bol au micro de Eric Goré. De l'eau, denrée rare ces jours-ci dans certains quartiers d'Abidjan. Depuis plusieurs jours, bassines et seaux totalement vides. Nous sommes à Yopougon-Kouté. Ici, les populations ont recours au bidon de 25 litres pour aller chercher de l'eau ailleurs. On n'a pas de l'eau, ça fait pratiquement 1 mois. On se réveille tard la nuit pour pouvoir récupérer un peu d'eau. Et quand j'ai pas d'eau, on est obligé d'aller de l'autre côté de la route, dans un autre quartier pour récupérer de l'eau. On n'a pas d'eau, on est obligé de revenir à ce système. On charge des bidons, on passe de quartier en quartier pour avoir de l'eau. Normalement, on dit l'eau vient à 4h, 3h, on se réveille, on veille, il n'y a jamais eu l'eau. On a oublié de prendre les motos à Passy pour aller chercher l'eau dans d'autres communes, dans d'autres quartiers de Yopougon. Même constat à Yopougon, Académie des maires. Les populations se disent désemparées. Il y a les femmes qui sont enceintes, les bébés sont là, on souffre, il n'y a pas l'eau. Souvent, on s'en va jusqu'à Job, Académie, ou jusqu'à la Guine, on s'en va chercher l'eau. On est fatigué. Donc aidez-nous, nous, quand je vous ai aidé, on n'a pas l'eau. Souvent, l'eau se coupe ici, on souffre. Moi ici enceinte, je charge le riz au 3e, il y a 2 enfants. Mon mari ne peut pas m'aider, il va au travail. Mais moi, je souffre, il ne peut plus continuer comme ça, il me fatigue même. Cette situation amène des personnes à se diriger vers des puits. C'est quelqu'un de bonne volonté qui nous a prêté son puits pour que de temps en temps nous partions prendre de l'eau chez eux pour pouvoir subvenir à nos besoins. D'autres se rendent directement à la lagune pour se procurer de l'eau. Souvent aussi, on est obligé d'aller au bord pour pouvoir aller prendre un peu d'eau là-bas aussi. Quand tu arrives, il faut chauffer ça d'abord pour pouvoir tuer les microbes. Nous sommes obligés de venir jusqu'à la lagune pour pouvoir prendre de l'eau pour aller boire, se laver la figure, se laver avec. Bon, ça nous transmet des maladies, mais nous allons faire comment? Nous sommes obligés de faire avec. Alors, la pression de l'eau est très faible. On ne pouvait pas faire autrement. Nous sommes obligés d'aller à la lagune pour chercher effectivement de l'eau. Et c'est réel. Ce ne sont pas des montages. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien a investi plus de 500 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau pour résoudre ces difficultés. Les autorités sont toujours à la tâche afin de régler définitivement le problème de coupure intempestive d'eau en Côte d'Ivoire. Direction San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Un plan de braquage mis en place par 3 individus a été déjoué récemment par les forces de l'ordre. Bilan, 1 policier et 1 braqueur tués. Championnat d'Afrique des Nations 2018, la Côte d'Ivoire sort de la compétition. Les éléphants footballeurs ont été battus aujourd'hui par les Chipolopolo de la Zambie, 2-0. Moisson fructueuse en revanche pour le Maroc et le Soudan. Ces 2 pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2018. Le Maroc et le Soudan sont ainsi rejoints par la Zambie qui vient de décrocher son ticket. Crise au sein de la Fédération ivoirienne de football. L'ex-vice-président a tenu un point de presse. Révoqué de ses fonctions le 12 janvier dernier, Malik Toé récuse le mode opératoire de son départ forcé. Les explications de Samuel Metch du service sport. Le 12 janvier, la Fédération ivoirienne de football, par la voix de son directeur exécutif Samé Tiassé, annonçait la révocation provisoire de Malik Toé, 3e vice-président, membre du comité exécutif. En réponse à cette décision, Malik Toé, en présence de ses avocats, Maître Souleymane Diallo et Maître Clarisse Loa, s'est prononcé le mercredi 17 janvier 2018 afin de rétablir la vérité sur sa révocation provisoire. J'étais accusé, ni plus ni moins, de participer à une entreprise de déstabilisation de la FIF pour en être l'une des chevilles ouvrières. La FIF tirait sa conviction selon les termes de la convocation de témoignages concordants de certains présidents de clubs. J'ai toujours été respectueux des procédures et je ne me suis jamais défilé quand il s'agit
de donner des compléments d'information sur des sujets posés par le comité exécutif. En revanche, ce que je ne peux pas accepter, c'est la désinformation et la manipulation. Malick Touré se réserve le droit de prendre les dispositions idoines pour établir la véracité des faits le concernant et en lien avec ce qu'ils ont en commun, le football. La Corée du Nord et la Corée du Sud affichent leur bonne entente. Les deux pays voisins se sont en effet mis d'accord pour défiler ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2018. Toujours en images, la 108e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cette réunion s'est tenue récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké. L'occasion pour l'évêque de Katiola, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, d'inviter tous les Ivoiriens à se réconcilier. En France, les surveillants pénitentiaires en colère. Une manifestation a eu lieu le 15 janvier dernier devant la prison de Strasbourg, dans la région nord-est du pays. Les gardiens de prison réclament davantage de sécurité dans les établissements. 3 mois après la reconquête de Raqqa en Syrie, les habitants de la ville réinvestissent les lieux et parmi eux, un vendeur de friandises appelé falafel redonne le sourire aux populations. Au milieu des ruines de Raqqa, cette petite échoppe rouge redonne des couleurs à la ville. Le restaurant de falafel Al-Malik, une institution culinaire du centre-ville depuis 40 ans, a enfin rouvert ses portes début janvier. Pour les quelques habitants que compte aujourd'hui la ville, c'est un nouveau souffle qui porte l'odeur des falafels frits et de la sauce à l'ail. Depuis 40 ans, je viens ici à ce restaurant manger des falafels. Je devais avoir 10 ans la première fois. Ça me fait vraiment plaisir que ce soit à nouveau ouvert. Raqqa a été ravagé par plus de 4 mois de combat jusqu'en octobre pour en expulser le groupe État islamique. Le restaurant est resté ouvert sous le règne des djihadistes, mais ses propriétaires ont pris la fuite à l'approche des combats. Aujourd'hui, ils sont de retour et ont fait la queue pour goûter les premiers falafels post-califat. Nos affaires vont bien, Dieu merci. Il y a de plus en plus de travail. Il y a eu un ralentissement pendant une période, mais depuis notre retour dans la ville, le travail a repris. Partout dans Raqqa, les mêmes scènes se répètent. Des habitants récupèrent de vieilles affaires dans des bâtiments éventrés, nettoient ou réparent leurs maisons. Aucun service public n'a fait son retour dans la ville. Ils doivent donc se débrouiller avec leurs propres moyens. Abdel Sattar est revenu début janvier pour reconstruire sa maison détruite par les combats. Malgré le danger, je suis entré dans la maison avec les ouvriers qui travaillent avec moi. Nous sommes entrés et nous avons commencé à travailler. On n'a pas examiné s'il y avait des mines avant, tant pis. On est entré parce qu'on voulait travailler pour pouvoir y habiter. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? À Raqqa, il n'y a pas d'eau courante ni électricité, sauf avec des générateurs coûteux. Et en plein hiver, se chauffer est un défi quotidien. Il n'y a que le bois comme combustible alternatif au mazout. Les gens se chauffent au bois et ceux qui n'ont pas de bois brûlent des matelas ou des vieux meubles de maison. Les gens sont dans une situation terrible, que Dieu les aide. Ceux qui sont revenus à Raqqa espéraient une vie meilleure que dans les camps de déplacés, mais ils ne sont aujourd'hui que quelques centaines à avoir fait le pari du retour. Plus d'1 million d'Arméniens assassinés en 1915 à Constantinople sur ordre de l'Empire ottoman, actuelle Turquie. Cette tuerie émeut l'opinion publique. Le 18 janvier 2001, le Parlement français reconnaît alors le génocide arménien. Les explications de Ami Koulibaly. Le 18 janvier 2001, le Parlement français adopte définitivement, après plus de 30 mois de procédure, une proposition de loi par laquelle la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Cette initiative parlementaire, qui répondait à une longue revendication de la communauté arménienne, souleva de profonds débats qui transcendèrent tous les clivages politiques. Elle fut acquise contre la volonté de l'exécutif, soucieux des relations franco-turques et de la position française dans le Sud-Caucase.
Elle suscita aussi un vif ressentiment de la Turquie à l'égard d'un pays plutôt considéré comme un soutien traditionnel. Le 29 janvier 2001, la proposition de loi est promulguée. 5 années plus tard, en octobre 2006, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi punissant sévèrement la négation du génocide arménien, entraînant à nouveau la réprobation de la Turquie. Si les historiens français s'accordent sur l'existence de ce génocide, cette proposition de loi n'en a pas moins suscité un important débat en France autour de la question des lois mémorielles. Elle fut finalement bloquée en 2008 par le gouvernement avant son passage au Sénat. Seuls quelques pays isolés, comme l'Uruguay en 1965 ou Chypre en 1982, reconnurent le génocide arménien. Le problème semble surtout avoir surgi à l'occasion de l'ouverture des négociations entre l'Union européenne et la Turquie en vue d'une adhésion éventuelle de cette dernière. Le 18 juin 1987, le Parlement européen reconnaissait le génocide arménien et appelait le gouvernement turc à faire de même. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les assemblées de plusieurs pays européens reconnurent à leur tour le génocide commis en Turquie lors de la Première Guerre mondiale, Russie en 1995, Grèce en 1996, Belgique en 1998 et l'Italie en 2000. En 2005, le Parlement européen a pourtant rappelé au gouvernement turc que cette reconnaissance était un préalable à l'adhésion à l'Union européenne. Que s'est-il passé en 1915? Le 24 avril 1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C'est le début d'un génocide, le premier du XXe siècle. Il va faire environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc, ainsi que plus de 250 000 dans la minorité assyro-chaldéenne des provinces orientales et 350 000 chez les pontiques orthodoxes hellénophones de la province du Pont. Fin 2014, la Turquie refusait toujours de considérer le massacre des Arméniens, dont l'importance est minorée avec des statistiques officielles ne dépassant pas 300 000 victimes, comme un génocide, même si le discours prononcé par le Premier ministre Erdogan le 23 avril 2014, dans lequel il présente ses condoléances aux descendants des Arméniens, constitue une timide avancée. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal en ma compagnie. Je vous retrouve demain, vendredi, à 19h.